tous donc dans ce webinaire qui est consacré aux stratégies d'épargne pour l'avenir de vos enfants. Alors, on va ensemble donc avoir un webinaire qui va durer environ une heure, Inch'Allah. Moi, je suis votre frère en Allah Azzawajal. Je m'appelle Maxime et donc je suis membre du réseau 570 Easy. On va commencer avec la basmala pour mettre la baraka donc dans ce webinaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, 570 Easy, on va déjà peut-être commencer voilà, par la petite présentation de l'entreprise pour ceux et celles d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, 570 Easy, on est une société, une entreprise spécialisée dans les conseils financiers. La petite particularité, c'est que ce sont des conseils financiers conformes à l'éthique musulmane. Alors, il y a de ça un peu plus de 13 ans. L'entreprise a été créée et elle a été créée autour du produit Murabaha, finalement autour de ce fameux système de financement Murabaha qui est assez connu et qui permettait finalement à la communauté musulmane d'accéder à la propriété sans avoir recours au financement conventionnel classique, le prêt avec intérêt. Donc, l'idée au tout départ, pour nous, c'était finalement de créer une solution, une alternative pour la communauté musulmane pour accéder à la propriété sans avoir recours au prêt avec intérêt. On a d'ailleurs fait à l'époque, un des dirigeants de l'entreprise a fait partie à l'époque des groupes de travail qui avaient été initiés par Christine Lagarde pour donner un cadre juridique français à la Murabaha. Donc à l'époque, on a eu ce qu'on appelle une instruction fiscale. C'est un peu comme une loi, sauf que on n'a pas besoin de passer devant l'Assemblée nationale. Et donc cette instruction fiscale allait encadrer nos activités de Murabaha et pas que. Ensuite, donc, on a eu, walilah ilhamd, on a eu la possibilité de faire la première Murabaha en France, le premier projet d'accession à la propriété en France en 2010 via ce financement Murabaha. Alors, c'est un vieux système de financement, encore une fois, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé. Simplement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a participé finalement à l'établissement du cadre juridique français de la Murabaha. L'imam Shafi'i en parlait dans son livre Al-Umm, ce système de financement. C'est un vieux système de financement, encore une fois. Euh, par la suite, Par la suite, on a développé d'autres solutions, des solutions de placement. C'est-à-dire qu'on s'est attaqué aux solutions de placement, je dirais à peu près dans le même objectif. L'objectif, c'était vraiment finalement d'apporter, encore une fois, une solution à la communauté musulmane, cette fois-ci, non pas, donc là, cette fois-ci, pour faire fructifier finalement l'épargne de tout à chacun. Donc l'idée, hein, c'était vraiment d'apporter une solution à la communauté musulmane pour cette fois-ci faire fructifier l'épargne, mais dans des produits qui n'étaient pas des instruments de dette, et qui n'étaient pas finalement des produits qui allaient générer des gains via l'usure. Parce que comme vous savez, l'ensemble ou quasiment l'ensemble des banques, des assureurs vont proposer des produits d'épargne qui sont liés directement ou indirectement à la dette. C'est-à-dire que les gains générés sont générés via l'usure. Donc nous, l'idée de notre côté, c'était encore une fois d'apporter une solution à la communauté musulmane pour cette fois-ci donc faire fructifier l'épargne de tout à chacun dans des produits qui étaient éthiques, qui étaient conformes au droit du commerce musulman. Et donc, on a développé des solutions de placement, j'ai à peu près dans le même objectif que pour le financement IMO, eh bien, c'était d'apporter une solution, une alternative à la communauté musulmane. Donc, on a développé différentes solutions d'épargne. Comme vous le savez, donc on a développé, on a créé notre SCPI en 2018, notre SCPI Fair Invest. Par la suite, on a créé un contrat d'assurance vie également, un contrat de plan d'épargne retraite individuel par la suite. On a Walillah alhamd, on est maintenant en 2024. On fait partie voilà, des 100 plus grandes entreprises de la FinTech. On en est assez fiers parce qu'on est la seule entreprise éthique conforme au droit du commerce musulman qui est dans ce classement donc de la FinTech, des 100 plus grandes entreprises de la FinTech. Ensuite, voilà,
assez rapidement. Aujourd'hui, on les remercie. D'ailleurs, on a un peu plus de 7000 clients qui nous font confiance. Un peu plus de 130 000 membres, un peu plus de 100 millions d'euros collectés et plus de 700 millions d'euros financés donc pour les projets IMO. Donc, projet IMO, que ce soit en résidence principale, en investissement locatif ou également acquisition de locaux commerciaux. Alors, maintenant qu'on a fait connaissance, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va pouvoir donc finalement aujourd'hui rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Comment épargner pour nos enfants? Comment finalement assurer l'avenir des enfants? Et je pense que comme tout à chacun, hein, enfin, tous ceux qui sont parents en tout cas, je pense qu'arrivé à un certain moment, on ne travaille plus vraiment pour soi-même, mais je pense qu'on travaille pour ses enfants, en définitive. Je pense qu'arrivé à un moment, on ne pense plus vraiment à soi-même, on va penser à sa famille, à mettre à l'abri sa famille, à mettre à l'abri ses enfants. Donc, on va essayer de chercher des solutions pour épargner. Et d'ailleurs, ça a été, c'est quelque chose qui a été encouragé hein, par l'islam, bien sûr. On a le fameux hadith hein, du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit à Sa'ad ben Abi Waqqas, dans le sens hein, أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Donc que tu laisses tes héritiers riches est meilleur pour toi que tu les laisses dans le besoin et finalement ils vont tendre la main aux gens et être dépendants des gens. Ensuite, dans la suite du hadith, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on apprend quelque chose de très intéressant, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit وَلَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, nous informe que euh, toutes les dépenses qui seront faites avec l'intention de plaire à son créateur, avec l'intention de plaire à Allah Azza wa Jal, eh bien, on sera récompensé pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut non seulement épargner pour ses enfants, pour les mettre à l'abri, j'allais dans cette demeure mondaine, dans cette demeure d'ici-bas, mais également, avec la bonne intention, être récompensé pour le delà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et, euh, et walillah alhamd. Ensuite, donc, pour continuer sur ce webinaire, finalement, pourquoi est-ce qu'on souhaite épargner pour ses enfants? Bon, bah, on a mis une petite slide pour, pour le rappeler, mais je pense que, voilà, vous, comme tout parent, en tout cas pour ceux qui le sont, comme vous le savez, donc, on souhaite épargner bah, pour les mettre à l'abri, que ce soit pour essayer pour pouvoir financer leurs études, pour pouvoir acheter leur résidence principale. On va leur donner un petit coup de pouce pour un apport, pour un financement murabaha encore, ou alors pour des projets de mariage, d'achat de véhicules, le permis de conduire. Voilà, les raisons sont nombreuses et je pense qu'on est tous un peu préparés, on va avoir tous un peu près finalement la même idée, c'est d'épargner pour ces enfants dans le but de finalement de les aider pour demain. Euh, Quelles sont les solutions actuellement? Enfin, ou plutôt, qu'est-ce qu'on voyait beaucoup? Qu'est-ce qu'on a constaté, nous, à notre niveau? Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est aussi ça qui nous a poussé finalement à développer des solutions de placement éthiques conformes au droit du commerce musulman. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait énormément de notre clientèle, quand on faisait les audits patrimoniaux pour l'accession à la propriété, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande partie de notre clientèle qui avait recours au livret pour épargner pour leurs enfants. Alors, les livrets A, les PEL, les CEL, les LDD, voilà, tous ces livrets qui sont, comme vous savez, des instruments de dette, hein. Donc, les gains générés sont générés via l'usure. C'est-à-dire que des sommes d'argent sont prêtées et ensuite, les sommes d'argent sont rendues avec des intérêts. Donc, ils appellent ça avec des noms, ils appellent ça des noms différents, hein. Ils vont innover dans les noms, mais le principe, c'est toujours le même, hein. Que ce soit, encore une fois, des livrets A, des CEL, des PEL, des LDD, les fonds euros, les obligations, etc. Ces instruments de dette, des sommes d'argent sont prêtées et ensuite sont rendus avec des intérêts. D'accord? Donc là, ici, on a affaire à un contrat d'usure qui n'est pas éthique, comme vous le savez, qui n'est pas conforme au droit du commerce musulman, hein. Ensuite, on va avoir des personnes qui vont faire des donations. D'accord? Des donations, donc des donations de leur vivant. Ils vont donner à leurs enfants pour finalement réaliser leur projet.
Alors, les donations, bien souvent, parfois, bah, elles peuvent provenir finalement de produits d'épargne identiques, hein. C'est-à-dire que les parents ont de leur côté épargné sur des livrets A, etc., pour finalement épargner pour leurs enfants pour plus tard. Euh, voilà, donc là, ici, nous, de notre côté, en faisant ce constat, donc là, ici, on voit que finalement, économie dans les livrets, bah, c'est en rouge, hein, c'est un instrument de dette. En plus, les fonds utilisés, bah, ils sont utilisés à des fins non éthiques. Comme vous le savez, hein, depuis, ben, c'est récent, hein, c'était voté en novembre 2023, validé récemment par le Sénat. Une partie du livret A, par exemple, est utilisée pour financer les sociétés d'armement, les sociétés qui sont liées donc à la défense, donc pour la production d'armes. Donc là, je dirais que c'est même plus pas éthique d'un point de vue islamique, mais pas éthique d'un point de vue vraiment humain cette fois-ci. Et humainement, ce n'est plus éthique. Donc une partie des livrets A, et ça souvent c'est ce qu'on ne sait pas. Souvent on dit oui, le livret A c'est utilisé pour construire le logement social. C'est vrai. Une grande partie du livret A est utilisée pour construire les logements sociaux. Donc la France va piocher dans les livrets A pour construire les logements sociaux, mais il y a également une grande partie qui est utilisée pour maintenant financer les PME et récemment donc l'Assemblée nationale et le Sénat a validé que les PME qui seront financées par le livret A sont les PME qui sont liées à l'armement puisque elles-mêmes ne peuvent plus se faire financer par des banques. Voilà. Ensuite, deuxième solution, donc la solution des donations qu'on a évoquée à l'instant. Alors la solution des donations, donc on l'a mis en orange, c'est peut-être une bonne solution, mais ça va dépendre des profils et ce ne sera pas pour tout le monde. Finalement, la donation, oui, on peut donner de son vivant à ses enfants. Et comme vous le savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un abattement donc, alors de parents à enfants. C'est-à-dire lorsque les parents vont donner à leurs enfants, et bien, les enfants ne paieront pas d'impôt jusque 100 000 euros tous les 15 ans. D'accord? Donc, on aura quand même une limite, finalement, puisqu'au-delà, bah, on sera imposable. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, bah, faut avoir quand même les fonds disponibles. Donc, finalement, on revient finalement un peu, à peu près au même problème. Comment, finalement, parvenir à une somme importante qu'on va vouloir donner de notre vivant? Et également, dans tous les cas, si on épargne sur un compte courant, tous les mois, je dis voilà, je vais mettre 100 euros sur un compte courant, je vais éviter les livrets, je vais mettre 100 euros sur un compte courant au nom de mon enfant. Bah, le problème, c'est que cette épargne va être grignotée par le temps, par deux phénomènes, grignotée par l'inflation. Qui est en ce moment, comme vous savez, grandissante, et grignotée également par la zakat, puisqu'il faudra s'acquitter de la zakat, donc 2,5% par an. Donc la solution, voilà, on passe donc à la solution parce que c'est pas de tout le dire, oui, ça c'est pas bon, ça c'est pas éthique, ça c'est pas halal, ça va pas, etc. Non, le tout aussi c'est d'apporter des solutions. J'ai toujours considéré que les chouïours, voilà, qui avaient cette vision finalement de dire ça c'est pas possible, mais ça c'est possible, pour moi sont clairement les meilleurs. Donc là, ici, la solution, eh bien, pour nous, en tout cas, hein, pour nous, les solutions, donc c'est des solutions enfin, en tout cas, qu'on a développées, c'est des solutions d'épargne éthique conforme au droit du commerce musulman qu'on a pu développer. Alors, il y en a plusieurs. Maintenant, alhamdoulilah, on a plusieurs outils à vous proposer, des outils qui sont pertinents sur du moyen long terme. Donc, en règle générale, quand on épargne pour ses enfants, c'est du moyen long terme, bien souvent. C'est-à-dire que bah, j'ai pas de projet pour mon enfant avant 10, 15, 20 ans. Je vais marier le premier dans 20 ans. Je vais envoyer ma deuxième dans 15 ans, faire des études. Je vais aider mon troisième pour acheter un véhicule dans 10 ans, etc., etc. Donc, on est sur des produits de placement en règle générale. Voilà, où on va finalement pouvoir épargner sur du moyen long terme sans aucune difficulté. Les solutions, encore une fois, des outils, on en a plusieurs. Bon, aujourd'hui, voilà, le webinaire, l'idée, c'est de faire un webinaire assez court d'1 heure pour vous présenter une de nos solutions phares, et c'est notre solution donc d'assurance vie. Alors, la solution d'assurance vie, euh, moi, j'ai pour habitude déjà voilà, de faire une petite introduction sur cette solution d'assurance vie, évoquer que c'est le produit d'épargne préféré des Français. Ça, c'est quand même un élément quand même, voilà, à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est un produit qui est très apprécié. Pourquoi? Parce que c'est un produit où on va avoir des avantages fiscaux. C'est un produit où on va avoir de nombreux avantages fiscaux et qui peuvent être très intéressants, notamment pour préparer la transmission, pour la succession. D'accord? Et on l'évoquera, ça fait partie des avantages fiscaux.
C'est un placement qui est cohérent sur du moyen long terme. On l'évoquera également, Inch'Allah. Alors, on peut utiliser l'outil assurance vie pour différents projets. Pour acheter un bien immobilier, je veux acheter un bien dans 5 ans, je peux utiliser cet outil, pas de problème. Je veux m'expatrier dans 7 8 ans, voilà, j'ai besoin d'avoir une mise de départ, on peut utiliser cet outil, pas de problème. Je veux épargner pour mes enfants, ce qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Dans 10 15 ans, ils auront des projets, eh bien, je vais utiliser cet outil d'assurance vie, pas de problème. Tant que c'est sur du moyen long terme, tant que mon projet est sur du moyen long terme, c'est cohérent. Alors, comment est-ce que fonctionne notre contrat d'assurance vie qu'on aime appeler épargne vie parce que justement on l'a dénué de son côté assurance prévoyance, hein. Chez nous, il n'y a pas de prévoyance, il n'y a pas d'assurance décès. Souvent, lorsqu'on va aller, lorsque Monsieur Dupont, voilà, s'il pousse la porte, je sais pas, d'un assureur ou d'une banque pour ouvrir un contrat d'assurance vie, bien souvent, le contrat d'assurance vie va être accompagné de la prévoyance d'une assurance décès. Ça, bien sûr, nous, on l'a supprimé puisque, comme vous savez, c'est pas éthique, c'est pas conforme au droit du commerce musulman. OK. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, moi, ce que j'aime bien faire quand je propose et je présente ce contrat d'assurance vie, notre contrat d'assurance vie, j'aime bien faire un parallèle justement avec le conventionnel. Admettons, donc, Monsieur Dupont pousse la porte d'Accès Assurance. Il dit, voilà, Monsieur Accès Assurance, je veux ouvrir un contrat d'assurance vie. C'est le placement préféré des Français. On m'a dit qu'il y a plein d'avantages fiscaux. Je veux ouvrir un contrat d'assurance vie. Là, Accès Assurance va proposer à Monsieur Dupont en général, trois niveaux de risque. Il va y avoir des risques différents prudent, équilibré, dynamique. Si Monsieur Dupont dit, voilà, moi, je veux zéro risque de perte de capital, j'ai plutôt un profil prudent, et bien là, ici, AXA Assurance va aller plutôt dans un volet dit défensif. Ce volet défensif, il est en règle générale principalement composé de ce qu'on appelle des fonds euros. C'est quoi des fonds euros? Eh ben, c'est principalement composé d'obligations. C'est quoi des obligations? Eh bien, les obligations, c'est un instrument de dette. Pour résumer, des sommes d'argent sont prêtées à des grands États, à des grandes sociétés, et ensuite, les sommes d'argent sont rendues avec des intérêts. Ça, c'est un instrument de dette. Les gains générés sont générés via l'usure. En revanche, si Monsieur Dupont dit non, moi je veux un maximum de rentabilité, donc s'il a une appétence pour le risque, à ce moment-là, on va aller sur des profils plus dynamiques. Et là, à ce moment-là, AXA Assurance, ils vont aller investir plutôt dans leur volet dit offensif, donc un volet de recherche de performance qui est principalement composé d'unités de compte. Des actions, de la bourse. Ils vont aller chercher des unités, donc de la performance dans ces unités de compte, dans ces actions. Sauf que eux, ils n'ont qu'un seul filtre. Leur seul filtre, c'est la performance. C'est-à-dire que eux, ils cherchent finalement à aller sur les meilleures actions qui ont les meilleurs rendements, la meilleure performance. La partie éthique, ils s'en fichent complètement. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien aller acheter des actions, je sais pas, chez Pernod Ricard, par exemple, qui produisent de l'alcool, Société Générale, qui ont des activités d'usure, etc., etc. Donc, on a clairement ici, si vous voulez, une recherche de performance où eux, forcément, l'éthique, bon, c'est absolument pas leur principal souci. Nous, de notre côté, comment ça va fonctionner? Alors, nous, déjà, on a voulu aussi proposer, finalement, dans le contrat d'assurance vie, on a voulu proposer trois niveaux de risque. Donc, prudent, équilibré, dynamique, comme dans le conventionnel. D'accord? On a donc deux volets également. Un volet dit défensif, pour les personnes qui ont plutôt un profil prudent, et un volet dit offensif pour les personnes qui ont une appétence pour le risque. Pour ce qui est donc du volet dit défensif, donc bien sûr, on a remplacé ces fonds euros, on les a supprimés parce que c'est pas éthique. On les a remplacés par quoi? Alors, on les a remplacés par des produits miniers, par des produits d'immobilier et d'infrastructure. Mais la manière dont on va aller investir dans les infrastructures, bien souvent, c'est via des sukuk. Alors, c'est là où on voit donc sur la slide, on voit d'ailleurs, c'est marqué fonds sukuk. Alors, les sukuk, qu'est-ce que c'est? Alors, dans la nomenclature de la finance conventionnelle, ils appellent ça des obligations musulmanes. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ces fameuses obligations musulmanes, de ces soukouks. Et pour expliquer les soukouks, moi, ce que j'aime bien faire, c'est finalement déjà revenir déjà à l'étymologie du mot. Déjà, soukouk, c'est un mot arabe, d'accord? C'est le pluriel de soc. Soc, ça veut dire une part, un titre financier, une part, et des soukouks, donc ce sont des parts, c'est un pluriel. Mais des parts de quoi? Et pourquoi est-ce que dans la finance conventionnelle, ils appellent ça des obligations musulmanes? Alors, pour comprendre les soukouks, je vais faire justement un parallèle avec les obligations pour essayer de les comprendre. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des soukouks, ça c'est un élément très important. Au niveau des soukouks, il y a plusieurs formes de soukouks. Mais je vais illustrer mon propos avec deux formes de soukouks et en faisant un parallèle avec les obligations. Admettons que la France veuille construire une grosse infrastructure.
une centrale nucléaire, un tronçon d'autoroute, peu importe, la France veut voilà, construire une grosse infrastructure, elle a besoin de fonds, elle va émettre des obligations, donc les Français vont mettre à disposition des sommes d'argent, la France va piocher dans ces sommes d'argent, va construire l'infrastructure et va rendre l'argent avec des intérêts. C'est l'usure pure. Donc on l'a dit, obligation, instrument de dette. Avec les sous comment on ferait? On dirait à la France, voilà, votre centrale nucléaire, là, on ne va pas vous prêter d'argent, mais on va vous la construire. On va vous la construire, on va avoir une prise de participation dans cet actif. On va donc être propriétaire de cet actif qu'on va ensuite vous louer, par exemple. Et donc, d'ailleurs, on va récupérer les fruits de la location de cette infrastructure. Ça, c'est ce qu'on appelle des sukuk ijara. Donc, c'est la sukuk ijara qui veut dire location. Donc, on va finalement aller louer, finalement, cette infrastructure. Donc, moi, je suis propriétaire d'une partie de cette infrastructure. Donc, j'ai des parts, des sukuk d'une partie de cette infrastructure. Et je vais donc récupérer des loyers d'une partie de cette infrastructure, puisque je suis détenteur d'une partie de cette infrastructure via des sukuk. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les soukouk murabaha. Donc là, ici, avec les soukouk murabaha, ça va être la même opération. On va aller acheter l'infrastructure, construire l'infrastructure, mais ensuite, on va aller la revendre. On va aller la revendre à l'État français avec un contrat sur 20 ans, sur 50 ans, sur 100 ans. Donc, on va aller finalement, au fur et à mesure du temps, on va avoir un transfert de propriété. On va aller revendre les soukouk, finalement, au fur et à mesure du temps, mais avec, bien sûr, une marge bénéficiaire, une marge commerciale. On ne va pas le revendre au prix où ça nous a coûté. Ça reste du business. Les soukouk ont été pour la première fois émis par la Malaisie en 1996. C'est un produit financier islamique éthique qui est très utilisé au Moyen-Orient et en Asie. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, la Malaisie construisent énormément avec les soukouk. Celui qui construit le plus avec les soukouk, c'est la Malaisie. Ils ont énormément construit ces derniers temps avec. Et également l'Arabie Saoudite également. Alors, pourquoi est-ce que c'est des produits à faible risque? C'est des produits à faible risque parce que bah, derrière, vous avez des États, vous avez des nations finalement qui vont racheter ces sukuk ou qui vont vous les louer. Donc, en définitive, on va avoir finalement soit des entreprises publiques, l'EDF local par exemple en Arabie Saoudite, ici veut construire des infrastructures, encore une fois, par exemple de centrales nucléaires. Et bien derrière, forcément, si c'est une entreprise publique qui va racheter ou une nation, eh ben, on a quand même une garantie, une sécurité. Voilà, donc là, ici, on va avoir des produits à faible risque, donc un volet dit défensif. Si maintenant ça c'est clair, on va pouvoir passer au volet offensif. Donc, comme vous le voyez sur le graphique, on a aussi un profil dit équilibré et un profil dit dynamique. Donc, une personne qui a une appétence pour le risque, donc bien sûr, quand on parle de risque de perte de capital. Et comme vous savez, on a le fameux couple risque-rendement. Depuis la nuit des temps, l'investisseur est confronté à ce couple risque-rendement. C'est-à-dire que plus mon placement est risqué, plus le rendement potentiel est élevé. D'accord? Inversement, moins mon placement est risqué, moins mon rendement potentiel est élevé. OK. Ici, donc, pour le volet offensif, on va avoir nous-mêmes aussi des unités de compte. On va avoir des unités de compte, d'accord? Dans lequel on va aller finalement avoir aussi une recherche de la performance pour avoir finalement la meilleure performance accessible dans des produits, des actions, des unités de compte qui vont subir un double filtre. On va avoir le filtre de la performance, c'est-à-dire que chez nous aussi, on va aller chercher la meilleure performance avec ce qu'on appelle un asset manager. Chez nous, on a un asset manager qui va s'occuper finalement d'aller chercher les meilleurs placements. D'accord? Mais, alors ça, c'est comme dans le conventionnel, c'est pareil, ils ont aussi un asset manager qui va faire le même job. Mais nous, on va avoir un deuxième filtre, c'est le deuxième filtre de l'éthique. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'ensemble de nos placements et nos acquisitions sont éthiques, sont conformes aux droits du commerce musulman. Alors, comment on fait ça? On va faire tout simplement appel à ce qu'on appelle un shaya board. Un shaya board, c'est un conseil de shiur, d'accord, qui ont une double compétence, qui ont une compétence dans les sciences islamiques et dans une compétence dans la finance, notamment dans la finance islamique. Ce Shire Board, il faut savoir une chose, et ça c'est très important, c'est que c'est un Shire Board qui n'a rien à voir avec 570 I. D'accord? C'est un Shire Board qui est indépendant. On a donc affaire à des audits, à un audit externe. Donc ça c'est un premier élément, et ça c'est un élément très important. Deuxième élément, on va avoir affaire à des audits réguliers. Pourquoi? Et pourquoi, en définitive, pourquoi est-ce qu'on fait appel à un Shire Board? On fait appel à un Shire Board pour deux raisons. Première raison, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas vous dire, bah oui, venez chez nous, on a des placements éthiques.
Ouais, mais qu'est-ce qui dit que c'est éthique? C'est nous. Ah bah non, ça, c'est pas possible. On est obligé de faire venir donc un chai à bord, une entreprise externe et des chouyours qui vont venir nous auditer pour vérifier que l'ensemble de nos placements et nos acquisitions sont éthiques, sont conformes au droit du commerce musulman. C'est un peu, j'ai tendance à comparer ça un peu avec la viande. C'est un peu comme la viande, hein, à l'abattoir du coin, même si on a bien confiance en cet abattoir, on va quand même lui demander de faire passer AVS qui va venir tamponner, certifier la viande. Et bien nous, on a un peu notre AVS à nous, donc c'est le charia board. Deuxième raison, parce qu'en réalité, pour que je puisse m'assurer que j'ai le droit d'investir dans une entreprise, il faudrait en réalité que je me plonge dans les comptes de résultats, dans les bilans d'entreprise, pour que je puisse m'en assurer. Pourquoi? Parce que souvent, le problème, c'est pas l'activité principale. Souvent, l'activité principale, elle est claire. Enfin, je veux dire, voilà, investir chez Pernod Ricard, c'est pas possible, on le sait. Ils ont des activités d'usure, de production d'alcool, c'est pas possible. Société Générale, c'est pas possible. Activité d'usure, voilà. Ça, c'est pas souvent le problème qu'on va avoir et la difficulté qu'on va avoir, c'est les activités annexes, secondaires, et la manière dont les activités sont exercées. Et je vais illustrer mon propos avec deux exemples. Premier exemple, c'est souvent l'exemple que je donne, l'exemple d'Air France. Air France, fleuron de l'aviation française, déplacement de personnes, du fret, pas de problème, c'est halal ça, je peux investir chez Air France. Eh bien non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand on va se plonger dans les comptes de résultats, dans les bilans d'Air France, on va se rendre compte qu'il y a une grande partie du chiffre d'affaires qui provient de la vente d'alcool et cigarettes. Quand l'hôtesse passe, quand on est dans les airs pour vendre de l'alcool et cigarettes, ben, on va voir ici finalement une grande partie du chiffre d'affaires de chez Air France qui provient de la vente de ces produits qui sont, pas, qui sont bien sûr illicites, comme vous savez, prohibés par l'islam. Et donc, par conséquent, on ne peut pas investir chez eux. Deuxième exemple, la manière dont l'entreprise va exercer son activité. Souvent, je donne l'exemple de Total. Et c'est un exemple qui est très parlant. Parce que Total, à une époque, a été Sharia compliant. C'est-à-dire qu'à une époque, on pouvait investir chez Total. Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, c'est un exemple qui est très parlant parce qu'on comprend déjà bah, que l'évolution de l'activité ou la manière dont l'activité va être exercée par l'entreprise peut m'amener finalement à être obligé de vendre les actions de l'entreprise. C'est halal au mois de janvier, ça l'est plus au mois de septembre. D'où l'importance aussi d'avoir un Sharia board qui va venir régulièrement auditer nos activités pour s'assurer que l'ensemble de nos placements et nos acquisitions sont conformes au droit du commerce musulman. OK. Total, pourquoi ça ne l'est plus aujourd'hui? Eh bien parce que Total a une grande trésorerie. Comme toute grande entreprise, Total a une grande trésorerie. Bon, déjà, l'activité principale, voilà, bon, puits de pétrole, raffinerie, etc. Bon, c'est halal, pas de problème. Mais le problème, c'est la manière dont ils vont exercer leur activité ou une partie de leur activité. Total a une grande trésorerie et donc emploie des trésoriers. C'est quoi le boulot des trésoriers? Le boulot des trésoriers, c'est faire travailler la trésorerie. Mais de quelle manière ils vont la faire travailler? Eh ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Total va prêter une grande partie de leur trésorerie avec intérêt. Donc, ils vont générer des gains via l'usure. En utilisant cette trésorerie, ils vont donc la prêter pour générer des gains via l'usure. Donc, c'est plus charge compliant. Voilà. Voilà donc à quoi ressemble notre contrat d'assurance vie. Donc finalement, on a créé un contrat d'assurance vie qui est éthique. Donc la manière dont on va aller investir les fonds, c'est une manière éthique. Donc comme je l'ai souligné, donc avec deux volets défensifs et offensifs. Plus on a une appétence pour le risque, plus on va aller dans le volet offensif, plus on est prudent et plus on va aller dans le volet dit défensif. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette manière d'investir en définitive? Pourquoi est-ce qu'on a créé dans l'enveloppe fiscale de l'assurance vie? Parce que l'assurance vie a de nombreux avantages fiscaux. Et donc, on va avoir les mêmes avantages fiscaux que le conventionnel. D'accord? Et on y reviendra dans un troisième thème. Avant cela, je voudrais passer dans un deuxième thème, c'est le thème de la rentabilité. Ok, très bien. J'ai confiance, un sens en décisif. Vous avez créé un contrat d'assurance vie qui est éthique, vous faites passer un chèque à bord, pas de problème. Mais moi, concrètement, qu'est-ce que ça me rapporte? Alors là, déjà, il y a une notion importante à comprendre, c'est que lorsqu'on investit dans des unités de compte, dans des sous-coups, etc., c'est qu'on ne peut pas présager des performances futures. On ne peut pas vous dire combien vous allez gagner l'année prochaine ni l'année d'après. C'est pas possible. C'est pas possible chez nous et c'est pas possible dans le conventionnel. Pourquoi? Parce que ça va dépendre pour les unités de compte, ça va dépendre des marchés, ça va dépendre de la performance des entreprises, ça va dépendre des données macroéconomiques, ça dépend d'énormément de critères. D'accord? En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous donner nos performances passées. Alors, on a fait la moyenne sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a fait la moyenne en fonction de nos trois profils, prudent, équilibré et dynamique. Pour le profil prudent, on s'est rendu compte qu'en moyenne par an sur les 10 dernières années,
on est à 4,9% en moyenne par an sur les 10 dernières années. Sur le contrat d'assurance vie, vous avez 1% de frais de gestion annuels. Donc, net de frais de gestion, on est à 3,9%. 3,9% en moyenne par an sur les 10 dernières années. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de rentabilité dans le monde de la finance, c'est une rentabilité dite annuelle. Donc, pour savoir combien j'ai gagné, bah, je vais tout simplement appliquer le pourcentage sur les fonds que j'ai investis. Admettons, j'ai investi 10 000 euros en 2023. Je dis que mon placement a fait 5%, donc j'ai gagné 500 euros. 5% de 10 000 euros, j'ai gagné 500 euros. OK. Ensuite, pour le profil équilibré, donc le profil du milieu, on va avoir un rendement d'environ 7,3% en moyenne par an sur les 10 dernières années. Net de frais de gestion, 6,3%. Donc 6,3% en moyenne par an sur les 10 dernières années. Enfin, pour le profil dynamique, on est à 9,9%. Net de frais de gestion, 8,9%. 8,9% en moyenne par an sur les 10 dernières années. Attention, c'est une moyenne sur 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on fait une moyenne sur 10 ans? Parce que vous allez avoir sur les portefeuilles, plus le profil est dynamique, plus vous allez avoir ce qu'on appelle une volatilité importante. C'est-à-dire que le portefeuille, sur les profils dynamiques, on va avoir une volatilité qui est très importante. Parfois, il va aller très haut, il va monter très haut. Par exemple, l'année dernière a été une très bonne année. L'année dernière, on a fait 14,9% pour notre profil dynamique. Mais il est possible que l'année d'après, ça redescende. D'accord? Ça va être les montagnes russes un peu pour le profil dynamique. Donc, il faut faire très attention ici. Quand vous regardez des performances, c'est bien de regarder des performances sur plutôt une période assez longue, puisque les bonnes années vont forcément, il y en aura, et les mauvaises années, il y en aura aussi, mais les bonnes années vont forcément gommer, effacer les mauvaises. Et donc, en moyenne, on va avoir donc les chiffres ici que je vous ai remis ici. Bien sûr, plus le profil est dynamique, plus le risque est important. Et donc là, on vous a remis également la note du risque, hein. Comme vous savez, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, classe et place les placements de 1 à 7, 7 étant un placement très très risqué et un placement avec zéro risque. Donc là, ici, pour le prudent, on est à 3 sur 7, équilibré 4 sur 7, dynamique, on est à 5 voire 6 sur 7. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Là, on vous a mis un petit exemple. Voilà. J'ouvre un contrat d'assurance vie avec 500 euros. Parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible. Notre contrat d'assurance vie, on l'ouvre à partir de 500 euros. Ça, c'est quand même un élément très intéressant, très important. Parce que oui, épargner pour mes enfants, oui, mais à quel prix? Enfin voilà, moi, j'ai pas une capacité d'épargne très importante. Pas de problème. On ouvre le contrat avec 500 euros. Ça, c'est juste pour ouvrir le support. Et tous les mois, on peut, on peut l'alimenter. On l'alimente à quelle hauteur? Minimum 50 euros. Donc, c'est pas des grosses sommes. Voilà, tous les mois, je vais mettre 50 euros pour mon enfant sur son contrat d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie peut être à son nom. D'accord? Il peut être aussi au nom des parents qui feront ce qu'on appelle un rachat de contrat, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer les fonds au moment où ils en auront besoin pour éventuellement les donner, faire une donation à leurs enfants. Ça, c'est un point de détail qui sera vu en entretien individuel. Quelle est la meilleure formule? Est-ce que je mets au nom de mes enfants directement? Est-ce que je mets à mon nom? Ça, c'est en fonction du profil de tout à chacun. Donc là, ici, revenons à nos moutons. J'ai ouvert à la naissance de mon enfant, par exemple, ou je sais pas, moi, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, donc bien sûr, plus on commence tôt, mieux c'est. Je vais lui ouvrir un contrat assurance vie, je vais épargner pour lui 500 euros, c'est le montant minimum. Tous les mois, je vais mettre 50 euros. Là, ici, on voit, vous voyez, l'évolution de notre contrat assurance vie. Alhamdoulilah, on voit que on a fait une simulation sur 20 ans. On voit qu'on aurait ici un portefeuille à terme, donc en 2023, si je vais commencer en 2003, en 2023, j'aurai un portefeuille de 25 382 euros. Donc, une partie de versement, 500 euros au début, 50 euros tous les mois, et une partie, bien sûr, de gain. On a fait un petit point de comparaison avec le livret A. Parce que on dit que le livret A, d'un point de vue islamique, c'est pas éthique, c'est pas conforme au droit du commerce musulman. Donc ça, voilà, il y a pas de comparaison avec notre contrat d'assurance vie, ça c'est clair. Mais même d'un point de vue rendement, on voit que la rentabilité est finalement assez basse, puisque on sera arrivé à presque la moitié uniquement du portefeuille. C'est-à-dire que Monsieur Dupont met 500 euros dans un livret A, tous les mois, il va l'alimenter avec 50 euros. À la fin, au bout de 20 ans, quand on fait la comparaison avec notre contrat, on voit que finalement, on sera avec un portefeuille de 13 976 euros, soit quasiment uniquement la moitié de notre contrat d'assurance vie. Alors, maintenant, on va passer aux avantages fiscaux de ce contrat d'assurance vie. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'enveloppe fiscale du contrat d'assurance vie? Pour quelle raison? Eh bien, parce que vous avez des avantages fiscaux qui sont très importants. D'ailleurs, dans la finance conventionnelle, c'est très utilisé par
Euh, c'est très très utilisé dans la finance conventionnelle par les Français pour également pour la succession, la transmission. On va résumer les avantages fiscaux en trois grands avantages fiscaux. D'accord? Donc encore une fois, ici on va avoir les mêmes avantages fiscaux que le conventionnel. Premier avantage, en cas de décès. En cas de décès, donc les fonds euh, qu'il y a sur mon contrat d'assurance vie, si le contrat est à mon nom, vont être hérités par les bénéficiaires, mes héritiers. Petite parenthèse, pour vous dire, et là c'est pareil, un élément très important, vous dire qu'il y a encore un autre avantage à cela, c'est que je peux désigner mes bénéficiaires et je peux désigner mes bénéficiaires avec une quote-part. Et donc être en conformité avec le droit musulman pour, comme vous savez, pour l'héritage, le droit musulman a des règles différentes que le droit français. Et bien là, pour le contrat assurance vie, je peux très bien dire, voilà, je veux que mon épouse ait un huitième, je veux que ma mère ait un sixième, mon père un sixième, mes enfants le reste, etc. Et ça, c'est quand même un élément très intéressant, c'est que je peux être aussi en conformité avec le droit musulman, avec ce produit d'assurance vie. Ça, c'est une petite parenthèse. Et on revient donc ici à cet avantage successoral. On a un abattement par bénéficiaire de 152 500 euros. 152 500 euros. Et ça, c'est un avantage qui est énorme. C'est-à-dire que chaque bénéficiaire, finalement, va récupérer, admettons, Monsieur Dupont a un contrat d'assurance vie avec 300 000 euros dessus. Il décède, il laisse derrière lui deux fils. Chacun des deux fils va récupérer 150 000 euros et ça, c'est net d'impôt. Donc, c'est très intéressant, fiscalement parlant, donc très utilisé pour la transmission et la succession. Deuxième avantage, vous allez avoir ici un abattement. euh, et avant de parler de l'abattement, on va avoir le droit à la flat tax pour la partie gain. Alors, ici, il faut bien comprendre que lorsqu'on va souscrire un contrat d'assurance vie, on va avoir une partie versement et une partie gain. Admettons, moi, Maxime, j'ai ouvert un contrat d'assurance vie en 2024. Dans 5 ans, en 2029, j'ai un nouveau projet, ou plutôt mon enfant a un projet, il veut, je sais pas moi, acheter un bien immobilier, je veux l'aider. Je veux récupérer les fonds de mon contrat d'assurance vie. J'ouvre mon dashboard dessus parce que vous aurez un dashboard dessus pour suivre le placement. D'accord? On a bien sûr un dashboard dessus, on peut suivre au quotidien, tous les jours, pas de problème. Vous allez voir évoluer votre placement. J'ai fait 10 000 euros de versement et 10 000 euros de gain. J'ai fait 10 000 euros de versement, 10 000 euros de gain. Je récupère les fonds. Il faut savoir une chose, c'est que là, ici, on a fait un placement liquide. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux récupérer les fonds. Sous 15 jours, vous sortez. Les 10 000 euros de versement, il n'y a aucune fiscalité, ni à l'entrée ni à la sortie. Je les récupère. OK. Qu'en est-il des 10 000 euros de gain? Alors, comme tout gain en France, faut savoir une chose, c'est que tout gain en France est soumis à impôts et à prélèvements sociaux. D'accord? On va passer par deux cases, impôts, prélèvements sociaux. Il y a quelques exceptions, comme les livrets, par exemple, ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux, mais ce ne sont pas des produits éthiques. Les prélèvements sociaux, on les paye systématiquement sur tous les gains générés en France, soit des gains liés à des salaires, liés à des revenus fonciers, liés à de l'assurance, etc. L'assurance vie, etc. Donc là, ici, je vais passer par deux cases, impôts, prélèvements sociaux. On imagine que je paye beaucoup d'impôts, que ma tranche marginale d'imposition la plus haute, c'est 30%. Et je vais devoir donc payer 30% d'impôts et les prélèvements sociaux, 17,2%. Ça fait 47,2%. C'est quasiment la moitié, mes 10 000 euros de gain. Et bien là, je vais faire appel à la flat tax, au PFU, au prélèvement forfaitaire unique, qui dit que je paierai tout confondu maximum 30%. C'est-à-dire, au lieu de payer normalement 47,2%, eh bien, je paierai 30% tout confondu. Donc 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts. Donc sur les 10 000 euros de gain, je paierai combien? Je paierai uniquement 3 000 euros. 3 000 euros d'impôts, tout confondu dans cet exemple. Bien sûr, si je ne paye pas d'impôts, si je suis à zéro, bah, je ne paierai pas d'impôts, mais je paierai que les prélèvements sociaux, 17,2%. Là, ici, bien sûr, on parle d'un avantage fiscal pour ceux qui vont payer beaucoup d'impôts, qui ont des revenus très importants. Troisième avantage, à partir de 8 ans, de détention du contrat, je vais avoir un abattement sur les gains pour la partie impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? On reprend mon exemple. J'ai fait 10 000 euros de versement, 10 000 euros de gains. OK? J'ai souscrit à mon contrat d'assurance vie en 2014, il y a 10 ans. On est en 2024, donc 8 ans de contrat, les 8 ans sont passés. Je veux récupérer mes fonds. J'ai fait 10 000 euros de versement, 10 000 euros de gains. 10 000 euros de versement, je les récupère, il n'y a pas de fiscalité, on l'a évoqué. Les 10 000 euros de gains, donc normalement, je passe par deux cases, la case impôt, la case prélèvements sociaux. La case impôt, la case prélèvements sociaux. La case prélèvements sociaux, on l'a dit, tout le monde va la payer, va payer les prélèvements sociaux, quelle que soit la situation, même si vous ne payez pas d'impôt. Donc 17,2% à minima. Pour les impôts, eh bien là, à partir de 8 ans de détention de contrat, eh bien j'ai le droit
à un abattement de 9 200 € si je suis marié ou 4 600 € si je suis célibataire. Donc là, ici, en l'occurrence, dans mon exemple, je serai exonéré d'impôt en arrondissant, puisque bien sûr, sur les 10 000 €, bah, j'ai 9 200 € d'abattement, donc je serai imposable sur 800 €. Mais en arrondissant, je ne paye pas d'impôt, je paierai uniquement les prélèvements sociaux, 17,2%. Et ça, c'est un avantage qui est annuel. C'est-à-dire que si je suis célibataire, j'ai droit à un abattement que 4 600 €. J'ai fait 10 000 € de versement, 10 000 € de gain. Eh bien, la huitième année, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer uniquement la moitié du contrat. Donc 5 000 € de versement, 5 000 € de gain. Comme ça, je ne paye pas d'impôt. Et la neuvième année, rebelote. Je vais retirer l'autre moitié du contrat, 5 000 € de versement, 5 000 € de gain. Comme ça, de nouveau, je suis exonéré d'impôt puisque l'abattement, c'est un abattement dit annuel. C'est-à-dire que chaque année, j'ai le droit à cet abattement. Alors, c'est un de nos outils, encore une fois, l'assurance vie, c'est pas, on n'a pas que ça, mais comme vous voyez, c'est la présentation d'un produit, ça prend du temps. Donc, on a voulu aujourd'hui, dans ce webinaire, finalement, se concentrer sur notre contrat d'assurance vie. Comment ça fonctionne concrètement? Quelles sont les étapes pour la souscription? Eh bien, c'est assez simple. On va ensemble faire ce qu'on appelle un audit patrimonial, donc dans un rendez-vous individuel, parce que chaque profil est différent. Il est possible que ce produit ne convienne pas finalement à la situation et à votre projet d'épargne pour votre enfant. Il est possible qu'on vous oriente vers un autre produit. Donc il faut de toute façon qu'on fasse un audit patrimonial, d'accord? C'est un rendez-vous découverte qui va durer 1 heure. On va apprendre à vous découvrir avec toute une série de questions pour pouvoir finalement ici vous orienter vers les produits de placement qui nous semblent les plus pertinents et les plus adaptés à votre situation et surtout à vos projets. Ensuite, on vous remet des préconisations, d'accord? En général par mail. En général, moi, j'ai pour habitude de faire un deuxième rendez-vous de débriefing en essayant finalement d'échanger avec la personne pour savoir ce qu'il en pense finalement de mes préconisations, de mes recommandations, d'accord? Et ensuite, si la personne souhaite avancer, on souscrit. La souscription, ça se passe comment? Bah, c'est assez simple, c'est en ligne également, hein, on se voit en visio, je partage mon écran, on remplit les bulletins de souscription et derrière, le placement, la souscription commence et les fonds placés, en général, on va faire sous forme de prélèvement, on peut faire aussi sous forme de virement, mais bien souvent on fait sous forme de prélèvement pour des raisons de facilité. Ensuite, vous allez avoir le suivi du placement. De quelle manière? Déjà, bah, votre conseiller sera à votre disposition, donc soit moi ou un autre, hein. On a une quarantaine de collaborateurs chez 570 ici. Donc, on va vous suivre au quotidien, d'accord? Donc, on est disponible par mail, par téléphone, par texto, etc. Et en plus de ça, vous avez des outils. Vous avez un dashboard de suivi où vous pouvez suivre votre placement au quotidien, d'accord? Euh, lors de la souscription, je reviens sur la souscription, on va vous aider à choisir votre profil de risque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a évoqué qu'on a trois profils de risque, prudent, équilibré, dynamique. On va passer par un questionnaire réglementaire et on a un robot qui va déterminer votre profil de risque en fonction des réponses que vous allez apporter à ce questionnaire. D'accord? Donc, admettons qu'on est sur un profil équilibré, et bien là, ici, il sera toujours le temps de changer, puisque vous allez avoir le droit, une fois par an gratuitement, à ce qu'on appelle l'arbitrage, c'est-à-dire que vous pourrez changer de profil de risque. Je démarre en équilibré, ça fonctionne bien, je suis en confiance. Un an plus tard, allô Maxime, je veux passer en dynamique. Pouf, on passe en dynamique. Un an plus tard, allô Maxime, dynamique, c'est bien, mais je veux repasser en équilibré, on repasse en équilibré, etc., etc. D'accord? Voilà ici donc pour cette rapide présentation de notre produit d'assurance vie qui, pour nous est un outil qu'on utilise énormément pour les projets d'épargne pour les enfants. On utilise également d'autres produits, mais encore une fois, bon, on peut pas tout évoquer en une fois. L'idée de ce webinaire, donc d'1 heure, c'était vraiment déjà de vous présenter donc un de nos outils qui est utilisé pour l'objectif d'épargner pour les enfants, pour les projets futurs. Et maintenant, je vais vous laisser bah, la parole. Je vais vous laisser la parole. Je vais de mon côté également vous mettre là tout de suite dans le chat le lien vers mon agenda électronique si toutefois vous voulez prendre rendez-vous pour faire donc ce fameux audit patrimonial, donc qui est sans engagement, hein, c'est gratuit, c'est sans engagement. Vous aurez mon agenda électronique, vous pourrez prendre rendez-vous. On fait le audit patrimonial ensemble et on évoque les différents produits de placement qui seront pertinents en fonction de vos projets. Je vais vous mettre donc le lien tout de suite et également je vais vous laisser la parole et on va répondre à vos éventuelles questions, s'il y en a toutefois.
Je vais donc ouvrir hop là, ici les éventuelles questions. Alors, hop, déjà, je vais vous mettre le lien. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le lien. Je pense que vous le voyez. Donc là, ici, ça, c'est le lien vers mon agenda électronique. Si toutefois vous souhaitez avoir, encore une fois, comme je disais, donc un audit patrimonial et un rendez-vous personnalisé, donc en fonction de votre situation et de vos projets. On y va avec la question réponse. Alors, n'hésitez pas hein, à ouvrir les questions-réponses. Là, si vous pouvez poser vos questions sans aucun problème. Alors, bismillah, on va répondre à vos questions. Alors, j'ai déjà un produit assurance vie, mais non halal et donc non éthique. Est-il possible de convertir facilement vers votre produit? Oui, bien sûr, c'est possible. On va tout simplement, vous allez faire un rachat de contrat. Alors, c'est le terme technique. Alors, dans la finance, ils aiment bien utiliser des termes techniques pour des choses en réalité qui sont très simples. Ils parlent de rachat de contrat, c'est en fait récupérer son argent, récupérer les fonds. Donc, c'est effectivement, vous allez pouvoir récupérer les fonds, d'accord? Les sorties en règle générale sont pas payantes. Chez la plupart des assureurs de France et de Navarre. Donc, vous allez pouvoir récupérer les fonds de votre contrat d'assurance vie et, et nous, on va pouvoir les placer ensemble dans un contrat d'assurance vie qui est éthique et conforme au droit du commerce musulman, notre fameux contrat. Avec le profil dynamique, j'ai du mal à mesurer les risques. Alors, la règle est assez simple. Plus le profil est dynamique, plus le risque de perte de capital est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, c'est pas voilà, on n'a pas de garantie on peut pas garantir finalement que les fonds seront, seront préservés et donc il est possible que finalement on perde du capital, d'accord? Euh, mais on va limiter le risque avec la durée. C'est ce que je vous expliquais en fait pendant la présentation, c'est-à-dire que on aura des mauvaises années où potentiellement je vais perdre de l'argent, mais on aura des bonnes années qui vont finalement venir compenser, effacer, gommer les mauvaises. Donc sur du long terme, vous voyez, donc on l'a vu ensemble, hein, sur les 10 dernières années pour le profil dynamique, on est en moyenne par an sur les 10 dernières années, net de frais de gestion à 8,9%. Donc on voit que finalement les bonnes années vont gommer, effacer les mauvaises. D'accord? Maintenant, c'est un des principes de base de la finance islamique, c'est le partage des pertes et profits. Il faut qu'il y ait un risque. C'est pas possible. De toute façon, c'est simple. En règle générale, dans la finance, même dans la finance conventionnelle, lorsque le produit a zéro risque, lorsqu'on va dire, voilà, les fonds sont garantis et on vous garantit 2% par an, 3% par an, parce que souvent, c'est des faibles rendements, c'est lié à la dette, c'est lié à l'usure. C'est-à-dire que c'est des gains générés via l'usure. On va vous dire, livret A, mettez 10 000 € dans un livret A, à la fin de l'année, vous aurez 2%, 3%. Et là, vous êtes sûr que vos fonds sont garantis, donc il n'y a aucun risque de perte de capital. D'ailleurs, le livret A est noté 1 sur 7 par l'AMF, donc zéro risque, hein, ou proche de zéro risque, puisque, comme vous le savez ici, il n'y a pas de risque de perte de capital. Oui, bien sûr, on a d'autres solutions. Donc la question à savoir, voilà, quelles sont les autres solutions? Oui, on a d'autres solutions, pouvoir choisir la meilleure. Bien sûr, nous, en fait, pendant l'audit patrimonial, on va vous orienter vers nos différentes solutions de placement et surtout, on va vous orienter vers des solutions de placement qui nous semblent pertinentes en fonction de votre profil, en fonction de vos projets et en fonction de votre situation personnelle, professionnelle et financière actuelle. D'accord? Donc là, c'est un de nos outils. On a une boîte à outils avec différents contrats, différents produits de placement, différentes solutions de placement et qui vont finalement être plus ou moins adaptés à tout à chacun. Et donc, d'où l'importance de l'audit patrimonial et de l'entretien personnalisé. Salam alaikum salam. Êtes-vous considéré comme une banque? Non, on n'est pas une banque. Comme j'ai dit dans l'introduction, on est une société spécialisée dans les conseils financiers conformes à l'éthique musulmane. Notre rôle, notre but, c'était quoi? Finalement, dès le départ, c'était finalement d'offrir à la communauté musulmane des solutions. D'accord, les solutions éthiques conformes au droit du commerce musulman. Donc, on a commencé avec la Murabaha. On aime bien dire qu'on est les pionniers de la finance islamique. Et c'est vrai, on est la première entreprise finalement créée en 2010 où on a commencé, comme je disais, donc, par la Murabaha, pour l'accession à la propriété, qui est un système de financement éthique conforme au droit du commerce musulman. Et ensuite, on a développé des solutions de placement. Qu'en est-il du déblocage des fonds? Très bonne question. Le déblocage des fonds, comme je disais, donc là, ici, on a affaire à un produit qui est liquide. Hein. Donc, du jour au lendemain, on récupère les fonds. La sortie, c'est sous 15 jours. Sous 15 jours, on sort. Pas de problème, c'est très rapide.
Peut-on débloquer l'argent de son assurance quand on le souhaite? Alors oui, bon, mais finalement la même réponse. Effectivement, du jour au lendemain, vous sortez. Alors attention, on sort du jour au lendemain, mais il faut avoir un horizon de placement de moyen long terme. C'est-à-dire que euh, euh, moi, Maxime, j'ouvre un contrat assurance vie pour des projets de moyen long terme. C'est pour ça que c'est très adapté pour les enfants, parce que souvent les enfants, bah, on n'a pas de projet avant, on a vraiment du long terme. D'accord? En revanche, coup dur, au bout d'un an ou deux, finalement, il faut que je sorte. J'ai un cas de coup dur, il faut que je récupère les fonds. Là, c'est possible, on sort du jour au lendemain. C'est sous 15 jours. Euh, Alors, oui, alaykoum salam, concernant le placement long terme, donc est-ce que c'est comme l'assurance vie classique, au bout de X années de placement, il y a pas d'impôt à payer? Alors, ici, comme je disais, effectivement, on va avoir exactement les mêmes avantages fiscaux. En fait, si vous voulez, notre contrat assurance vie, on va avoir les mêmes avantages fiscaux, mais la différence avec le conventionnel, c'est que l'argent va travailler d'une manière éthique, d'une manière halal, d'une manière en conformité avec le droit du commerce musulman. Et bien sûr, on a supprimé donc le côté prévoyance, comme vous le savez, le côté assurance décès. Si nous emménageons à l'étranger, peut-on continuer à utiliser vos produits? Oui, bien sûr, on peut continuer à souscrire à nos produits, même à l'étranger. Une personne qui est expatriée. D'ailleurs, on accompagne énormément d'expatriés. On a beaucoup d'expats dans les Émirats, au Maghreb, qui souscrivent à nos produits et ça se passe très bien. Il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, la fiscalité va être différente. D'accord? À la sortie, la fiscalité va être différente. Et là, bien sûr, encore une fois, il faut passer par un audit patrimonial pour qu'on puisse, en fonction de votre situation, vous orienter et évoquer donc le sujet. L'assurance vie est-elle ou peut-être associée au PEA pour avoir l'avantage des 8 ans? Alors, le PEA, pour l'instant, on n'a pas encore développé de PEA de notre côté. D'accord? Le plan d'épargne action, donc on n'a pas encore développé. Il faut savoir une chose, c'est que chez nous, on a une section R&D, d'accord, qui sans arrêt essaie de développer des nouveaux produits de placement. Donc, on a des produits de placement qui sont dans les tuyaux, qui vont bientôt émerger, Inch'Allah, on espère peut-être cette année ou l'année prochaine. Dans tous les cas, le PEA, c'est pas dans les tuyaux encore. Et le PEA, il a un avantage au terme de 5 ans. Vous êtes exonéré même des prélèvements sociaux, mais pour l'instant, on n'en a pas. Si j'ai besoin de récupérer mon argent, est-ce que je peux sortir mes fonds et de votre produit sans coût? Oui, comme je disais, on sort du jour au lendemain. Pour la sortie, c'est du jour au lendemain. Il n'y a pas de coût. En fait, la sortie, il n'y a aucun frais au niveau de la sortie. En revanche, les frais, c'est à l'entrée. En fait, lorsque je vais alimenter mon contrat d'assurance vie, nous, on va retenir des frais d'entrée, des frais à l'entrée. C'est quoi les frais? C'est 4,5%. D'accord? Donc, j'investis, j'ouvre un contrat assurance vie, par exemple, avec 1000 euros. Donc, le montant minimum, c'est 500 euros, mais admettons, j'ouvre avec 1000 euros. Eh bien, on retiendra la somme de 45 euros, 4,5%. Tous les mois, j'alimente avec 100 euros. Eh bien, on retiendra la somme de 4,50 euros, 4,5%. Donc, c'est à l'entrée qu'on va avoir des frais. Mais à la sortie, on n'a aucun frais. Vous sortez du jour au lendemain sans coût. Alors, pour ce qui est euh, quelle est la meilleure solution entre le livret A et l'SCP? C'est un comme salam. Alors ici, d'un point de vue éthique, d'un point de vue islamique, bah, il n'y a pas de point de comparaison, hein. Le livret A, donc c'est un instrument de dette, c'est-à-dire que les gains générés sont générés via l'usure. C'est-à-dire que j'ouvre un contrat de livret A, j'accepte, j'ai signé et j'accepte que mon argent soit prêté et ensuite me soit rendu avec des intérêts. C'est-à-dire que j'ai prêté mon argent avec intérêt. Et il faut savoir une chose, c'est que dans l'islam, dans un contrat d'usure, on va avoir finalement deux acteurs, le prêteur et l'emprunteur. D'accord? Et dans l'islam, le pire des deux, c'est le prêteur. C'est un interdit intrinsèque. C'est interdit intrinsèquement, ce qu'on appelle muharram li-dhatihi. Donc, c'est un interdit intrinsèque de prêter de l'argent avec intérêt. C'est interdit aussi d'emprunter de l'argent avec intérêt, mais ça, c'est ce qu'on appelle muharram lil-wasila. C'est un interdit de moyens. C'est qu'on a interdit aux gens de prêter avec intérêt pour éviter d'encourager les gens de prêter avec intérêt. Donc, c'est grave de souscrire à un contrat de, de livret A, puisque j'accepte finalement que mon argent soit prêté avec intérêt. Comme vous savez, l'usure donc est un péché majeur dans l'islam. Le fait est que se débarrasser, parce que souvent c'est ce qu'on entend, oui, mais je me débarrasse d'intérêt à la fin de l'année, on va dire que c'est le moindre mal, mais c'est pas une solution. Souvent, je compare ça à je vais du côté de Bordeaux, je vais presser le raisin avec mes pieds, je participe à la filiale de production du vin, mais bon, alhamdoulilah, je suis reparti sans prendre de salaire et sans goûter au vin. Ouais, mais j'ai participé en fait à la production du vin. J'ai participé à cette filiale qui est pas éthique. Et donc là, ici,
C'est un peu, je dirais, la même comparaison qu'on pourrait faire avec le livret A, mais je me débarrasse des intérêts à la fin de l'année. En plus, en réalité, il n'y a aucun intérêt. Parce que finalement, je vais mettre autant à ce moment-là, à la limite, souvent, c'est ce que je conseille. À la limite, sinon, voilà, si je ne veux pas investir dans un produit de placement, à la limite, je vais épargner. Je dirais, euh, n'ouvrez pas de livret A, mais ouvrez un compte courant. Au moins, à minima, vous n'avez pas accepté que votre argent soit prêté et que vous soit rendu avec des intérêts. Et en plus, on l'a évoqué, l'argent est prêté à qui? Ok, mon argent finalement va être prêté, va être rendu avec des intérêts, mais il est prêté à qui? Alors, il y a différents, le livret A, hein, pour prendre l'exemple du livret A, il va y avoir différents volets. Le plus gros volet, c'est l'État, c'est vrai, l'État français qui va piocher dans le livret A pour construire des logements sociaux et rendre l'argent avec des intérêts. Mais il y a un deuxième volet qu'on connaît un peu moins, qui est très important aussi, c'est les PME. C'est-à-dire que l'argent va être prêté à des PME. Mais quelles PME? Eh ben, comme je disais, donc depuis novembre 2023, et ça a été approuvé récemment par le Sénat, l'argent va être prêté à des sociétés liées à l'armement. Ça va être prêté à des sociétés qui créent des armes et donc c'est absolument pas éthique. Donc la SCPI, la Société de civile de placement immobilier que nous avons créé également, c'est un outil que l'on a également, que je n'ai pas évoqué aujourd'hui, encore une fois, faute de temps, parce que c'est un produit que je peux vous développer dans une vingtaine de minutes. Eh bien, c'est un produit que on développera dans d'autres webinaires, Charles, mais aussi qu'on peut évoquer dans des entretiens personnalisés. Notre argent est-il garanti? Alors, ici. Faut savoir une chose, c'est que oui, ici, on va avoir, euh, et ça, c'est un élément très important, on va avoir ici des fonds qui vont être en partie garantis, effectivement. Et ça, on pourra l'évoquer aussi plus en détail lors des entretiens personnalisés. Pourquoi un profil dynamique si des bonnes années non, c'est pas sans risque. Alors, pourquoi un profil dynamique si les bonnes années compensent les mauvaises années? C'est pas un profil sans risque. Il y a un risque. Il y a un risque de perte de capital. Mais on dit que dans un profil dynamique, il faut vraiment avoir un horizon de placement de long terme. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je disais, les bonnes années vont compenser et effacer les mauvaises. En 2022, par exemple, le profil dynamique, chez nous, c'était plutôt une mauvaise année. Mais en 2023, c'était une très bonne année. En 2023, le profil dynamique, on a fait 14,9% net de frais de gestion. Donc, vous voyez, la 2023 est venue compenser 2022. Et finalement, en moyenne par an sur les 10 dernières années, on s'est rendu compte qu'on était à 8,9% net de frais de gestion. Donc non, c'est pas sans risque. Euh, et en plus, là, on parle d'horizon de placement de long terme. Mais si moi, je suis sur un horizon de placement de court terme, ou si finalement, j'ai prévu d'investir sur 10 ans, mais en définitive, malheureusement, au bout de 2 ans, j'ai été obligé de sortir. Et bien là, ici, sur les 2 premières années, si ça a été des mauvaises années, j'ai perdu de l'argent. D'accord? Ah oui, je voulais dire assurance vie, pas livrable. D'accord, donc ça, faut voir en entretien individuel. Faut voir en entretien individuel quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur outil, livret A, pardon, assurance vie ou SCPI ou d'autres outils. Donc ça, faut le voir en entretien individuel. En fait, c'est vraiment, encore une fois, il n'y a pas de bon et mauvais produit de placement. Ça, c'est souvent ce que je dis. Il n'y a pas de bon et mauvais produit de placement. Il y a des produits de placement qui sont adaptés à des situations et des produits de placement qui ne sont pas adaptés à des situations. Si un jour vous entendez quelqu'un qui vous dit oui, ça, allez-y, il faut y aller, c'est un super produit de placement, ou ça, c'est un mauvais produit de placement, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Il y a des produits de placement qui sont très très bien, qui sont adaptés à des situations, pour telle ou telle situation, ils sont très très bien, mais pour d'autres situations, c'est pas du tout adapté. Il ne faut pas aller sur ces types de produits de placement. Donc c'est pour ça qu'un entretien individuel, un audit patrimonial est très important pour qu'on puisse vous orienter vers les solutions qui nous semblent pertinentes. Oui, 4,5% effectivement à chaque entrée d'argent. J'ouvre avec 1000 euros, on retient 45 euros. Je verse tous les mois 100 euros, on retient 4 euros, 4,50 euros, 4,5%. Je reviens pour le montant minimum, donc c'est 500 euros minimum pour ouvrir le contrat assurance vie. Tous les mois, je peux injecter de l'argent. Le montant minimum, c'est 50 euros. Mais ce qui est génial avec le contrat assurance vie, c'est que je n'ai pas d'engagement, ni sur la durée, ni sur les montants. C'est-à-dire, les versements que je vais faire programmer tous les mois, je peux très bien les arrêter du jour au lendemain. Je peux les augmenter du jour au lendemain, je peux les diminuer du jour au lendemain. Par exemple, je dis voilà, moi, Maxime, j'ouvre un contrat d'assurance vie avec 1000 euros ou avec 500 euros et tous les mois, j'injecte 100 euros. Au bout de 6 mois, allô, Maxime, non, là, 100 euros par mois, c'est beaucoup trop pour moi, je veux passer à 50 euros. On passe à 50 euros. Au bout de 6 mois, allô, Maxime, bah, finalement, j'ai une augmentation, je veux passer à 150 euros. On passe à 150 euros par mois. Au bout de 6 mois, allô, Maxime, je vais arrêter, on arrête. Au bout de 6 mois, allô, Maxime, je veux reprendre, on reprend. Donc, c'est très souple. Et ça, c'est un élément aussi qui est super intéressant. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Alhamdulillah, on a respecté l'horaire. Je vous remercie pour votre participation à tous. Désolé si parfois ça n'a pas été clair. Si ça n'a pas été clair, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous comme ça, j'éclaircirai certains points.
Et si ça a été grave, alhamdulillah. Et n'hésitez pas également à prendre rendez-vous si vous souhaitez avancer, en savoir un petit peu plus. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci pour votre petite participation et qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse. Salam alaikum.